Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Championne olympique, les Françaises, pour la première fois de leur histoire, la seule médaille d'or qui manquait à cette équipe fabuleuse. Le 8 août 2021, à Tokyo, Alison Pinault, avec ses coéquipières de l'équipe de France, devient championne olympique de handball. Malgré les lourdes blessures, cette passionnée de sport a trouvé dans le hand le moyen d'allier son ambition et ses qualités d'athlète. Alison Pinault, bonjour. Bonjour. Elle est rangée où, votre médaille olympique ? Dans la vitrine, enfin dans l'armoire à médailles que ma mère a créée. Vous la regardez souvent ? Non, mais quand je passe dans le bureau, là où il y a cette vitrine, je la vois des fois et ça me fait sourire. Vous êtes né le 2 mai 1989 à Chartres, en région Centre-Val des Loire. Vous avez 1 an quand vos parents déménagent à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris. Ils sont tous les deux originaires de Guadeloupe. Vos premiers souvenirs, vous l'expliquez dans votre autobiographie, ce sont ceux d'un père violent envers Marie-Ange, votre maman. Ce sont des souvenirs marquants. Ce sont des images qui, pendant longtemps, sont restées dans un coin de ma tête. C'est un sujet que j'ai toujours un petit peu évité. On m'a souvent demandé quels sont tes souvenirs de ton père. Je l'évoquais jamais. J'ai toujours dit que je ne me souvenais pas de cette partie de ma vie. Ma naissance, c'est assez logique. Mais jusqu'à mes 6 ans à peu près, au moment où je pars en Guadeloupe pour la première fois. C'est comment ce voyage ? Super, je retrouve mes cousins, une autre partie de ma famille. C'est un super voyage. Je suis enfant, je pars sans ma mère, je rejoins mes cousins. Ça a été une super découverte et ça, c'est des souvenirs indélébiles que je garde en moi et c'est ma première image de la Guadeloupe. Vous avez 6 ans quand vos parents se séparent et vous êtes élevé par Marie-Ange, votre maman, avec vos 2 frères, Steven de 5 ans, votre aîné, et Michael qui est votre petit frère. C'est une enfance élevée un peu à la dure, une maman sévère ? Elle a joué aussi le rôle du papa et elle a aussi voulu nous éduquer de manière à ce qu'on ne dérive pas. C'était la droiture qui régnait à la maison. L'exigence. Tout à fait, elle a été aussi éduquée de cette manière et donc elle a dû enfiler ce rôle également. C'était pour notre bien, elle a toujours voulu le meilleur pour nous et pour elle, c'était le meilleur moyen d'arriver à ses fins. Vous avez visiblement une enfance très sportive puisque vous essayez le football, le basket, l'escalade, l'athlé. Vous êtes même championne de France scolaire de ping-pong à 12 ans. C'était une manière de commencer à faire du sport dans une structure. Puisqu'avant, je faisais énormément de sport dehors avec mes potes, le dimanche, pas trop après l'école, puisque maman, elle ne m'autorisait pas. Mais c'était surtout le week-end. Et je commence par le ping-pong, puisque les autres activités, d'autres disciplines sportives ne me plaisaient pas. Et puis, de fil en aiguille, ça se passe bien. J'ai de l'aisance. J'ai de la confiance aussi, que j'ai su accumuler les années avant, parce que j'allais aussi au centre de vacances d'été de ma ville, à Aubervilliers. Et donc, je me confrontais aux garçons, donc j'avais pas peur. Vous vous endurcissez aussi votre corps, comme si c'était lui qui devait parer les coups que vous aviez peur de recevoir. Je me suis construit une carapace, c'est clair et net, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était une manière pour moi de me protéger de pas mal de choses. Puis encore plus quand on est garçon manqué et que on joue dehors avec les garçons. Et donc, il y a de la robustesse, au niveau physique, ils sont plus dominants. Donc, c'est aussi une manière pour moi de m'affirmer, de me protéger, de me confronter aussi à eux. Et donc, cette carapace, elle existe aussi au travers de ça. Le sport, c'est quand même aussi des victoires, des médailles. Est-ce que vous vous imaginez championne à ce moment-là ? Championne de quelque chose ? Parce qu'on a vu que vous aviez fait plein de sports, peut-être de foot même. Complètement, je m'imagine championne, mais je ne sais pas dans quel sport à ce moment-là. Moi, j'ai toujours su que j'allais faire du sport de niveau, mais je ne savais pas dans quel sport. Et je me cherchais, c'est pour ça. Je pense que je me suis essayée à beaucoup de disciplines différentes. Vous rêviez de Jeux Olympiques ? Tout à fait. Je ne sais pas si c'était ma destinée, mais en tout cas, c'était mon rêve. Vos premiers souvenirs de Jeux Olympiques à la télévision, c'est quoi ? Pour moi, c'est Marie-Jo, évidemment. On est de la même île. Je suis longiligne. On m'a souvent dit quand j'étais plus jeune que je lui ressemblais.
c'est assez simple de faire le rapprochement. Et pourquoi le hand finalement? Parce qu'on m'y a poussé. C'est dingue, hein, mais... Avec le caractère que vous avez, quand vous êtes laissé pousser par quelqu'un, ça m'étonne. J'étais jeune, je ne savais pas dans quelle voie aller. Tout le monde me voyait dans un sport individuel, spécialement l'athlé. Et il y a ce coach, il y a cet éducateur qui était le coach de l'équipe Fagnon de la CM Aubervilliers à l'époque, Daniel Deherme. Et j'ai fait beaucoup d'activités avec lui et souvent je me suis retrouvée avec lui en faisant de l'escalade et j'étais avec lui et lui il adorait l'escalade aussi. Et puis il me dit t'as des grandes mains, t'as un bon grip, une bonne accroche, tu devrais venir t'essayer au handball. Et il y a eu le premier été où il m'a dit ça. Bon, j'étais jeune, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Ce qui nous intéresse c'est surtout d'aller dehors et de jouer avec les copains et les copines. Et puis l'été d'après il me le redit encore une deuxième fois et puis je me dis, quand même, c'est la deuxième fois qu'il me le dit. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai. Exactement. Et c'est comme ça que c'est parti de là. Et puis, j'ai dit, bon, je vais aller essayer. Et depuis le jour où j'ai passé la porte de ce gymnase et touché cette balle pégueuse, j'ai plus quitté le handball. Vous avez 14 ans quand vous partez au Pôle Espoir à Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne. C'est le premier déracinement. Vous êtes heureuse ou c'est difficile d'être loin de la famille? Non, je suis heureuse. C'est sorti du cœur. Je suis heureuse parce que je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai toujours voulu faire du sport de niveau. J'ai toujours su que j'allais en faire. Et là, finalement, je touche, entre guillemets, du doigt ce que j'attendais, ce que j'espérais. Et j'ai failli ne pas aller au Pôle Espoir. J'ai reçu le courrier, on a reçu le courrier à la maison. Maman n'était pas pour, parce que maman, c'était les études. Oui. Il fallait faire d'abord les études et puis après le sport. Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, etc. Donc, maman, elle n'était pas pour au départ. Vous intégrez le centre de formation d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine à 17 ans pour la saison 2006-2007. Le club est en première division. C'est la cour des grandes, là. Oh, c'est bien le cas de le dire. Vous goûtez à l'équipe de France Espoir aussi, avec une 3e place au championnat d'Europe junior, une 7e place au championnat du monde. Ça y est, le hand, ça va devenir votre métier? Ça va devenir mon métier, oui. Et maintenant, maman y croit? Je pense qu'à partir du moment où je rentre en équipe de France jeune, ma mère, elle y croit. Là, elle sait que c'est vraiment ce que je veux faire. Parce que l'équipe de France, pour elle, ça représente quelque chose. Oui, oui. L'équipe de France, c'est un autre level, quoi. Là, on parle d'autre chose. C'est la saison charnière pour vous, cette saison 2006-2007. Le 27 janvier 2007, vous faites votre apparition dans le groupe de l'équipe de France senior. Sous les ordres d'Olivier Crumbles, on est à Nantes contre la Chine. Première sélection, j'avais déjà fait 2 mois auparavant la préparation avec le groupe pour l'Euro 2006 en Suède. Mais c'était mon premier stage, donc en gros, c'était mon stage d'intégration. Et puis, il y a cette sélection qui arrive 2 mois plus tard. Et... La pipelette devient timide? Un petit peu, oui, on va dire un peu beaucoup même. On est à 1 an des Jeux Olympiques de Pékin qui se dérouleront du 8 au 24 août 2008. Vous y pensez déjà avec cette première sélection où vous vous dites c'est loin quand même, puis je suis jeune? Je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Je me dis écoute, saison à fond. Je me dis c'est possible. S'ils m'ont fait venir, c'est parce que potentiellement je peux apporter peut-être quelque chose dans le futur de l'équipe de France. Et puis avant les Jeux, il y a aussi ce mondial en France et ça a été ma première compétition internationale avec l'équipe de France. Et donc à partir de ce moment-là, je me dis tout est possible. Justement, restons-y sur ce championnat du monde qui se déroule en France, donc du 2 au 16 décembre. La France est éliminée en quart de finale par la Roumanie. Je vous vois faire la grimace. J'ai pas fait tous les matchs et ce quart de finale, j'étais en tribune, j'ai pas participé, donc j'étais pas dans le groupe pour effectuer le match, mais j'étais en tribune et je me rappelle, je vois encore quand on est à Bercy, ce quart de finale, la double prolongation contre la Roumanie, ça a été le cataclysme, quoi. Ça a été, l'équipe de France a été éliminée en quart de son mondial à la maison. C'est dur. Cette défaite, c'est l'apprentissage du haut niveau psychologiquement pour vous? Complètement. Ça a été ma première compète. J'ai été traversée par toutes les émotions, cette joie de faire cette première compète, la déception de ne pas pouvoir participer à ce dernier match contre Metz qui annonçait potentiellement que j'allais pas faire ce quart de finale. C'était... Voilà, ça fait partie de cet apprentissage-là, malgré tout. Et ça m'a appris aussi la patience.
Vous êtes remplaçante pour ces Jeux Olympiques de Pékin qui ont lieu du 8 au 24 août 2008. Alors, certes, vous êtes remplaçante, vous ne jouez pas, mais vous êtes au jeu, vous êtes dans l'équipe. Vous ressentez quoi au village avec les autres athlètes ? Je suis contente, vraiment contente d'avoir pu faire ces Jeux Olympiques, même si c'était en tant que remplaçant. J'ai tout vécu avec le groupe quasiment. J'ai vécu des petits moments de frustration où je me disais peut-être que je vais pouvoir rentrer sur un match. Bah non, je n'ai pas pu rentrer. Et puis j'ai vécu tous ces moments extraordinaires en dehors du village. Quand le village, à 9h, il fallait sortir, et bah, j'ai pu aller sur d'autres disciplines. J'ai pu voir Bolt triompher, sa première médaille olympique. J'ai vu Maradona, enfin, tous ces athlètes rencontrés que je regardais à la télé ou aux Jeux Olympiques d'Athènes. Du coup, ça a été formateur pour moi. La France est éliminée en quart par la Russie après 2 prolongations. Vous n'avez pas participé. Vous vivez quand même la déception avec le reste de l'équipe. Ça aussi, c'est formateur. C'était la dernière chance de cette génération qui avait marqué cette première partie de l'histoire de l'équipe de France féminine, qui avait écrit cette première page. Il y avait championne du monde. Exactement. On savait que derrière, ça allait être une autre génération. Il y avait un passage de témoins. Et puis ces filles qui avaient tout vécu ensemble, bah, c'était la dernière ensemble. Compétition. Donc, ouais, ça n'a pas été simple. Bien sûr que je vis cette douleur parce que j'aurais aimé qu'elles aient cette médaille pour finir en beauté pour tout ce qu'elles avaient réussi à accomplir depuis qu'elles ont commencé en 99 contre la Norvège. Nous sommes le dimanche 20 décembre 2009. On est à Nankin, en Chine, devant 13 000 spectateurs. Et vous jouez votre première finale mondiale face à la Russie. Je vois cette finale, je revois les joueuses qu'il y avait dans cette équipe de Russie. Et évidemment, il y a la souffrance de ne pas avoir réussi à décrocher ce premier titre, mais c'est une première finale malgré tout. On n'était pas assez armés, je pense, avec le recul, pour réellement rivaliser avec cette Russie de l'époque. On a réussi à le faire pendant 53 minutes, puis après on a bien senti qu'on était sur le fil du rasoir. L'effectif tournait pas comme il tourne aujourd'hui et les organismes étaient fatigués. Donc vous vous inclinez, mais à titre personnel, moins de 6 mois plus tard, le 26 mai 2010, vous êtes désignée meilleure joueuse de l'année. Vous êtes la première et la seule Française à ce jour à avoir reçu cette distinction. Vous avez 21 ans, vous êtes la reine du handball. Vous vous souvenez comment vous l'avez annoncé à votre maman ? Je me souviens donc de Joël Desplan qui m'appelle. J'étais sur mon canapé à Metz. Il me dit « Ali, écoute, tu viens d'être désignée, tu as remporté le titre de meilleure joueuse du monde. » Et donc moi, je suis sur le canapé. Je réagis pas trop. Je dis « Ah oui, ok, super. » Et puis je pense que je reste bien... la carapace encore. Je me dis encore 5-10 minutes avant de vraiment réaliser. C'est là que j'appelle ma mère et je lui dis... Voilà, c'est énormément d'émotions, de sentiments qui me traversent et que j'ai du mal, même encore aujourd'hui, à expliquer. Pendant un long moment, ça a été hyper douloureux. Parce que ça a suscité beaucoup de choses, parce que j'étais au début de ma carrière et que les gens estimaient que je devais encore plus prouver pour pouvoir avoir cette distinction. Et votre maman, elle était fière ? Oui, je pense qu'elle aussi, elle réalise pas vraiment ce que ça représente, je pense. Mais oui, il y a eu énormément de fierté. Et même, je pense qu'aujourd'hui, de savoir que je reste à ce jour la seule Française, à l'avoir remportée, c'est touchant. Vendredi 16 décembre 2011, vous êtes à Sao Paulo, au Brésil, pour les championnats du monde. C'est la demi-finale. France-Danemark. Nous sommes à 7 mois des JO de Londres et vous sortez sur blessure. Verdict, rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. La France s'inclinera en finale plus tard contre la Norvège, mais vous, c'est la saison qui est fichue. Très vite, je sais que je me suis fait une grasse blessure parce que les gens avaient pour habitude de me voir tomber, rester un peu au sol, mais toujours me relever. Là, je me relève pas. Et surtout, je me prends direct le genou et je sais qu'il y a un truc qui est pété. Je le sais immédiatement. Et puis, je me dis, c'est au minimum 6 mois. Le calcul est assez rapide, très rapide dans la tête. Potentiellement, je vais pas aller aux Jeux de Londres. Et puis, finalement, quand on arrive à l'hôpital, je dis, j'y serai. Donc, c'est la course contre la montre. Il faut se remettre sur pied pour le tournoi de hand des JO de Londres.
Ce tournoi va se dérouler du 28 juillet au 11 août. Donc, je rappelle, la blessure le 16 décembre. Et le 28 juillet, vous y êtes. Tout à fait. Vous la trouvez où, la force de vous battre? Parce que là, c'est vraiment c'est un combat contre son corps, c'est un combat contre le temps. La force, je la trouve, je pense, dans mon obsession de l'olympisme. Et pour moi, l'olympisme, c'était déjà ce rêve de gamine, ce rêve de faire comme Marie-Jo, mais c'était surtout aussi une manière d'apporter une médaille qu'on n'avait pas réussi à conquérir jusqu'à aujourd'hui, que les filles n'avaient pas réussi. Je voulais faire ces jeux à tout prix pour essayer justement d'aider mon équipe, d'aider mon sport à conquérir cette médaille olympique. On est le mardi 7 août 2012, la Copper Box de Londres. La France affronte le Monténégro en quart de finale des Jeux Olympiques. Racontez-nous ce match. Oh là là. Je vis la blessure, je reviens de la blessure. On fait un parcours extra sur la première semaine. Et puis on se plante en quart. Encore une fois, on bute en quart. Et je me dis, c'est pas croyable cette histoire de quart. On n'arrive pas à passer le coche. C'est vraiment un moment qui m'a brisée sur le moment. J'en ai fait des cauchemars pendant pas mal de mois, où je ressassais et je revoyais. J'en ai énormément souffert, énormément. Et puis à la fin de l'année, en décembre 2012, quand je rentre dans mon club, je dis c'est bon, ça suffit maintenant, il faut passer à autre chose et se projeter sur l'avenir. Alors, vous ne retrouverez pas votre club de Metz où vous avez évolué depuis la saison 2009-2010. Vous prenez la direction de la Roumanie. Pour ce qui ressemble à un début de Tour d'Europe de l'Est, parce que ça sera donc la Roumanie, puis le Monténégro, la Slovénie. Pourquoi ce besoin d'aller voir ailleurs? Déjà, quand vous parlez de vos Jeux à Pékin, on a l'impression que vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de l'étranger et de découverte de l'étranger. Moi, j'adore le voyage. Je suis une grande voyageuse. Et j'aime découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays. J'aime m'enrichir de tout ça. Et quand je pars de Metz, c'est parce que je sens que j'ai fait le tour. Je sens que j'ai besoin de me confronter à quelque chose de différent, une autre concurrence, un autre level. Et l'étranger m'apporte ça. Et à ce moment-là, quand je prends cette décision, je vais dans un gros club, dans l'un des meilleurs clubs d'Europe à l'époque. Et là, je me dis, ouais, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me confronter à une grosse concurrence, à des joueuses qui ont déjà une grosse place dans le contexte international, des joueuses que j'ai déjà rencontrées dans d'autres compétitions qui sont fortes. J'avais besoin de ça pour me stimuler et c'est pour ça que je pars. Vous êtes considérée comme une sportive engagée, depuis toujours, une femme qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Et en Roumanie, où vous allez évoluer à nouveau de 2015 à 2016, vous êtes confrontée au racisme. Vous jouez avec le club à l'époque de Baia Mare. Il se passe quoi? C'est un petit choc quand même, on va pas se mentir. Moi, j'avais jamais été confrontée en réel au racisme. Et ça fait quelque chose. Quand on entend des cris de singe, ça fait bizarre, honnêtement. Ça fait très bizarre. Et puis, on se retourne et puis on voit que ça continue. Et là, on sait qu'on est visé. Et puis, ça vise personne d'autre. Ça a été douloureux sur le moment. Il y a eu beaucoup, beaucoup de colère. Moi, ça m'a choquée. Il y a eu la colère, il y a eu les larmes. Et puis après, il y a eu les filles de mon équipe qui ont essayé d'apaiser, de me calmer. Mais c'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire tant qu'on ne le vit pas. Donc on va revenir sur notre petite balle pégueuse du handball. Vous êtes une joueuse enrichie de l'expérience à l'étranger. Est-ce qu'on peut considérer que quand vous partez aux Jeux Olympiques de Rio 2016, vous êtes confiante? Oui, je pense, honnêtement, je suis confiante. Mais malgré tout, je me dis qu'on n'est pas à l'abri. Je garde ça parce que j'ai vécu ces échecs précédents et donc c'est toujours quelque chose qu'on a en soi malgré tout qui reste dans un coin de notre tête, mais il faut pas que ça soit envahissant. Je savais qu'avec le groupe qu'on avait, ça allait être quelque chose qu'on allait construire match après match parce qu'il fallait retrouver une certaine confiance. On avait changé de coach, 6 mois auparavant, Olivier était revenu et donc il y avait tout à recréer. Oui, parce qu'il y a eu une période où Olivier Crumble était plus l'entraîneur de l'équipe de France. Là, il vient de revenir. Il a quand même pas eu énormément de temps à la tête de cette, entre guillemets, nouvelle équipe de France. Donc, vous avez beau être revancharde, il faut recréer un groupe. Tout à fait, il faut recréer un groupe. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on avait
des filles d'expérience. Des filles d'expérience qui avaient déjà vécu des jeux, Et donc, on a emmené ça avec nous. On l'a emmené, et puis on a fait une petite recette, et puis on a réussi. On a vaincu le CAR. Alors justement, mis à part une défaite en poule face à la Russie, le tournoi se déroule plutôt bien. Toutefois, le dimanche 20 août 2016, à la Futura Arena de Rio de Janeiro, vous retrouvez la Russie en finale du tournoi olympique. Vous êtes assuré d'avoir une médaille olympique. Est-ce que ça, c'est déjà suffisant à votre bonheur? Non, pas au mien. À certaines de mes coéquipières, oui. Au mien, non, bien évidemment. Je ne peux pas me satisfaire de ça, même si 2 jours auparavant, il y a un bonheur incroyable, ce sentiment de enfin, on a décroché cette médaille, on a ouvert notre palmarès. Mais pour moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas parce que j'ai ça, voilà, accroché. Je veux ce titre olympique, je veux être sur le toit de l'Olympe, je veux que le handball féminin français atteigne ce mont Olympe. Bon, alors la finale, elle se déroule pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité, mais vous décrochez quand même la première médaille olympique du handball féminin français. Sur le moment, je suis pas énervée, pas du tout, mais vraiment triste. C'est vraiment profond. Parce que je me dis, on a raté une opportunité. Et la réalité, c'est qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. On ne sait pas si on sera dans le groupe. On ne sait pas si la France sera qualifiée pour les Jeux. On ne sait pas si l'opportunité va se représenter. Et donc, moi, je mesure ça sur le moment. Et donc, immédiatement, quand on perd, c'est pour ça qu'on me voit en larmes sur le podium. Parce que 4 ans plus tard, peut-être que la France n'ira pas en finale. Peut-être que la France sera au pied du podium. Et les Jeux, c'est vraiment, c'est un équilibre qui est très très fragile. On est vraiment sur le fil du rasoir. Un petit grain de sable, ça peut vraiment faire dérailler la machine très très rapidement. Mais pourtant, vous êtes quand même contente qu'on prenne enfin au sérieux les filles du hand. Parce qu'il n'y en avait que pour le hand masculin, qui avait gagné déjà des médailles d'or olympiques. Ils étaient déjà plusieurs fois médaillés. Mais là, cette fois, on valorise l'équipe féminine avec cette médaille d'argent. C'est quoi, c'est un pied de nez ? Les gars, vous voyez, nous aussi? Non, pas un pied de nez, mais ça fait du bien. Parce que depuis 2011, on n'avait fait aucune médaille, on n'avait fait aucun dernier carré. Et on va pas se mentir, c'était la traversée du désert. Et est-ce que vous avez le sentiment que parfois, on vous prenait pas assez au sérieux? Oui, bien sûr. Il y a toujours cette légitimité qui est toujours remise en cause, on va pas se mentir. Quand tu fais pas de résultat, on va dire, mais pourquoi tu la ramènes? Oui, c'est ça, bien sûr. Qu'est-ce que tu revendiques? On peut pas dire que j'avais rien fait, que l'équipe n'avait rien fait, parce qu'on avait été 2 fois vice-championne du monde. Mm-hmm. Mais... elles sont où vos médailles d'or? Voilà. Et puis, on est aussi des femmes. Il faut prouver encore plus, c'est ça? Oui. Mais bon, il y a rien de nouveau dans ce que je vais dire. Vous sentez bien, vous, dans votre corps, que l'entorse que vous avez contractée en préparation de ces Jeux Olympiques, elle vous fait trop souffrir. Et le 10 janvier 2017, donc l'hiver qui suit les Jeux Olympiques de Rio, vous vous faites opérer. Encore une blessure lourde, encore une course contre la montre pour être présente aux championnats du monde qui, eux, vont se dérouler du 1er au 17 décembre en Allemagne. Il est toujours question dans votre carrière de combat contre vous-même. Ouais, c'est dingue. À chaque fois, j'ai la sensation qu'il faut que je fasse un contre-la-montre, qu'il y a un combat, il y a toujours un obstacle qui vient se mettre sur mon chemin. Tout ce que j'obtiens, je ne l'obtiens pas dans la facilité. Ça, c'est clair et net. Je me fais opérer l'été, en 2017. Et puis, c'est des médecins, donc ils vont pas me dire « tu vas revenir à cette période-là, on va voir, c'est entre 6 et 9 mois. » Puis de fil en aiguille, super, la cheville, le doc, il me dit « on est plus sur 6 mois. » Et puis je parle avec des gens, ils me disent « Non, mais la cheville, c'est 4 mois. » Je dis « Comment ça, c'est 4 mois ?» Il me dit oui. Et puis quand je recommence à courir, et puis j'avais ma dernière visite de contrôle justement avant qu'il me donne l'aval pour reprendre l'entraînement. Oui. Alors, c'était pas le handball, mais c'était vraiment aller sur de la préparation physique, etc. Il me dit OK. Il me dit c'est possible. Il me dit OK, etc. Et là, bim, bam, boum, dans ma tête, calcul, clac, clac, clac. Je fais un staff autour de moi. Et je fais mon truc dans ma tête, et ça s'est goupillé exactement comme je l'avais imaginé.
Alors, on arrive à ces championnats du monde. 1er 17 décembre en Allemagne. Vous terminez 2e des poules, mais le parcours se dégage. Et le dimanche 17 décembre 2017, vous affrontez la Norvège en finale. Est-ce que être en finale, c'est pas déjà une victoire personnelle? Je dirais oui. En effet, c'est toujours une bataille contre mon corps. J'ai cette facilité d'encaisser la charge de travail. Je ne rechigne pas la tâche. Encaisser, c'est une spécialité chez vous? Oui. Et voilà, donc j'avais pas peur physiquement, honnêtement. La question que je me suis posée, c'était est-ce que le timing que j'avais choisi, que j'avais calculé dans ma tête, allait être bon pour justement arriver dans ce pic où j'allais pouvoir être sur mon full potentiel. Et puis, on finit, comme tout le monde le sait, championne du monde. On va pas se prosterner, on va juste les regarder, les embrasser, leur dire qu'elles ont joué exactement comme il le fallait. L'équipe de France s'impose 23-21 face à la Norvège en finale. L'équipe de France, messieurs dames, est championne du monde. Oh purée, c'est beau! C'est énorme! Et là, je pense que c'est le moment où je suis le plus ébahie, quand je me rends compte que c'est sûr qu'on gagne, qu'on l'a fait. Ça a été un match magnifique contre cette Norvège. Et je pense que je suis ébahie parce que immédiatement, quand le match se termine, je repense à l'opération le 10 juillet. Et oui, moi c'est ça ma première émotion. Je l'ai fait. Ouais. Et c'est de bon augure à un an de l'Euro qui va se dérouler en France. Du 29 novembre au 16 décembre 2018, vous êtes donc championne du monde en titre. La question ne se pose même pas, vous êtes les grandissimes favorites. Elle se passe comment cette compétition? Bien dans les grandes lignes, même s'il y a ce match d'ouverture contre la Russie qu'on perd à Nancy. Et puis après, on joue tous les matchs sur le fil du rasoir. On sait qu'on a agréé notre joker sur le premier match. Et on va vivre tous les matchs comme si c'était le dernier. Et on les a vécus de cette manière-là jusqu'au bout. Et puis, il y a ce titre magnifique. En France. J'avais déjà vécu cette compétition en France avec la déception de ce quart. Et j'ai de nouveau cette chance et cette opportunité de pouvoir gagner un titre à la maison. C'est pas donné à tout le monde. À cette époque, vous évoluez en France, à Brest, puis pour une saison, vous retrouvez le Paris 92, votre premier club pro. Un retour en France en vue des Jeux qui doivent avoir lieu à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020, initialement. Et puis, il y a la période Covid. Vous la vivez comment, vous, cette période Covid? Vous avez 31 ans, on n'est pas sûr encore que les Jeux vont avoir lieu, comment ils vont avoir lieu. Est-ce que c'est une période de remise en question, une période de doute? Non, pour moi, ça a été salvateur, finalement. Pour votre corps? Oui, exactement, pour mon corps, parce que j'avais une petite intervention chirurgicale en janvier. Et au moment où le Covid arrive, j'allais effectuer mon premier match de reprise. Et finalement, il n'y a pas eu ces Jeux. Et puis l'année d'après, en fait, je pars à l'étranger. Et je défonce tout dans mon club en Ligue des Champions. Justement, vous vous êtes pas du tout économisé pendant cette année. Et finalement, le tournoi olympique, il a lieu. Celui de hand, il se déroule du 25 juillet au 8 août 2021 au stade national de Yoyogi à Tokyo. Vous arrivez dans quel état d'esprit, vous? La gagne, rien d'autre. C'est le seul sentiment qui m'habite depuis le moment où on est en préparation et jusqu'au bout. Rien d'autre. Et puis les filles aussi, c'était le même état d'esprit parce qu'elles avaient déjà goûté au jeu, il y avait eu la médaille. En gros, maintenant, c'est bon, on a vu, nanana. On sait comment faire? C'est pas on sait comment faire, mais en fait, il n'y a rien d'autre que l'or. On a déjà l'argent, donc on peut prétendre à quoi d'autre que si ce n'est l'or. C'est quoi pour vous le match marquant de cette compétition? Pour moi, le match marquant de cette compète, c'est vraiment cette demi-finale, je pense, contre la Suède. Ça a été on les avait déjà joués en poule, on avait fini, ça a été match nul et puis c'était vraiment une Suède conquérante. C'était beau, ça jouait vite, c'était vraiment un adversaire qui était coriace, vraiment. On a été au bout du bout, ça a été serré pendant 58 minutes. Ça a été dur. C'était une victoire qui a été difficile à se dessiner, mais on a réussi à s'en sortir.
insulte, vraiment magnifique. Et après le doublé en argent de Rio, on espère le doublé en or de Tokyo, Valérie. Et le dimanche 8 août 2021, vous êtes en finale contre la Russie, encore une fois. C'est une bête noire pour l'équipe de France, cette Russie. La préparation de ce match, elle se passe comment ? On va les broyer. Parce qu'il y a le souvenir de 2016. Ce souvenir de Rio, il est là et il est bien ancré et tout le monde le visualise bien. Voilà, il n'y avait pas besoin de faire de discours de motivation, de nanana et tout, etc. On voit de toute manière, on voyait la détermination, tout. Oui, bravo à cette équipe aussi quand même, et la joie des Françaises, championnes olympiques les Françaises, pour la première fois de leur histoire, la seule médaille d'or qui manquait à cette équipe, fabuleux. Waouh, 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 championne olympique, elles l'ont fait les meufs, c'est beau, c'est énorme, c'est juste magique. Magique. Ah, c'est super, vraiment. À Rio, sur le podium, vous étiez en larmes parce que vous n'aviez eu, entre guillemets, qu'une médaille d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes sur la première marche du podium à Tokyo et que vous entendez la Marseillaise ? Je me dis waouh. Je suis soulagée, il y a cette délivrance, c'est la consécration que j'attendais depuis tant d'années. Et ça a été les mots de ma mère. Quand je l'appelle, qu'on rentre au village, elle me dit « Ça y est, t'es contente, tu l'as ta médaille. » Elle me dit « C'est bon ?» Et en gros, c'est « Tu vas arrêter de me saouler avec ta médaille, ton olympisme. » Et c'est ça, mais c'est ce sentiment de délivrance et de... Je suis comme une gamine. J'ai réalisé mon rêve. C'est le Graal. Donc c'est 20 ans d'une vie ? Ouais. De souffrance, de sacrifice, de remise en question, de doute aussi. Je m'étais promis de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai réussi avec mes copines. Merci beaucoup Alison Pinault. Merci Anna. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Il a été réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.